Bonjour à tous, bienvenue sur 01 TV. Je suis ravi de vous retrouver pour ce débrief hebdomadaire de l'ActuTech. C'est votre 01 Hebdo, comme chaque jeudi sur 01 TV. Voici le sommaire. Tout d'abord, la grosse actu de la semaine, elle n'a pas pu vous échapper, c'est ce rachat spectaculaire de Activision par Microsoft pour près de 69 milliards de dollars. On verra ça avec Eric Le Bourlou. Nous retournerons un petit peu faire un tour au CES de Las Vegas également, car nous avons raté certaines choses qui n'y étaient pas. Heureusement, notre invité viendra nous parler des nouveautés LG. Autre innovation qui était présentée au CES de Las Vegas, elle est française, c'est un collier connecté qui surveille la santé de votre chien. C'est une vraie innovation technologique, notre invité nous expliquera tout. Enfin, avec Gilbert Kallenborn et sa chronique sur la cybercriminalité, on s'intéressera à cet incroyable marché de la faille informatique. C'est pas joli, joli. Voilà, je suis ravi de vous accueillir dans 01 Hebdo. C'est parti. Et oui, je parle à la première personne cette semaine, j'en suis désolé, vous l'avez remarqué, d'habitude il y a mon camarade François qui exceptionnellement n'est pas là aujourd'hui, mais on va essayer malgré tout d'être à la hauteur pour ce nouveau 01 Hebdo. Voilà, vous avez entendu un sommaire chargé avec des invités, des innovations françaises, mais pas que, bien sûr. On parlera aussi cybercriminalité. Mais tout de suite, avant toute chose, comme chaque jeudi, eh bien, c'est l'actu. Et pour débriefer l'actu, les news qui vraiment ont retenu notre attention, j'ai convié avec grand plaisir, je l'accueille, Eric Le Bourlou. Salut Jérôme. Rédacteur en chef de 01net.com, la rédaction de 01net, bien sûr. C'est nos cousins du 7e étage. Ouais. Bon, ravi Eric de t'accueillir parce Merci. qu'il fallait que tu éclaires nos lumières. On va, que tu nous éclaires sur cette incroyable news qui a fait quand même l'effet d'une petite bombe, Ouais. ne serait-ce que par le chiffre, mais également par ce que ça représente. Le chiffre, je le donne, 68,7 milliards de dollars. Ça Ouais. fait plus de 60 milliards et demi d'euros. Ouais. Voilà. C'est énorme. C'est énorme et c'est donc le prix que va débourser Microsoft pour s'offrir un des fleurons En cash, hein. En cash. en cash. Oui, en cash. Ouais, faut pouvoir déjà. Ouais, faut pouvoir. Bah, ils ont 2 milliards, 2000 milliards de dollars de valorisation Microsoft ici. D'accord. C'est vrai qu'on parle souvent d'Apple et tout, mais enfin bon. Microsoft et Microsoft est Apple très tirent la riche bourse aussi. sur la boîte la plus puissante du monde. Ouais. Donc voilà, il rachète Activision. Alors Activision, c'est un acteur historique du jeu vidéo. Oui. Mais c'est un fournisseur de jeux, c'est un éditeur de contenu en fait de l'histoire. Exactement, et Microsoft donc se paye l'un des plus gros éditeurs de jeux, c'est Activision Blizzard. Hein. Oui, Activision c'est vrai, Blizzard, c'est vrai. et je peux même rajouter un autre qui est King, que les gens connaissent sûrement parce que King c'est l'éditeur de Candy Crush, qui est un des jeux mobiles les plus populaires au monde. Et donc effectivement c'est un des éditeurs de jeux les plus on va dire les plus populaires du monde. Et Microsoft se paye là un nombre de franchises de jeux vidéo qui est juste incroyable. À commencer par le jeu qui se vend le plus chaque année. Chaque année, c'est la même chose. Ils se tirent la bourre avec FIFA, mais ça reste un des jeux vidéo les plus populaires du monde, qui est Call of Duty, qui est le jeu, le FPS le plus populaire du monde, tout simplement, qui est édité effectivement par Activision. Et c'est marrant parce que c'est les deux extrêmes. Hein. Le FPS, jeu d'aventure sur console principalement, etc. Et puis le petit casual game, mais le casual game à succès. Avec sur mobile, qui rapporte beaucoup d'argent aussi. Ouais. Donc effectivement, il y a ça, mais il y a aussi tout ce que fait Blizzard. Blizzard qui est une entreprise que tous les joueurs connaissent évidemment. Bien sûr. Non seulement à cause de World of Warcraft, qui a été le MMO le plus populaire du monde et qui l'est encore d'une certaine manière, mais aussi avec d'autres jeux type Diablo ou Overwatch, qui est très très populaire sur la scène e-sport aussi. Ouais. Donc en fait Microsoft donc englobe toutes ces franchises. Alors il y en a d'autres, hein, on ne va pas toutes les faire ici parce qu'il y en a beaucoup, mais effectivement Microsoft se paye un nombre de franchises de jeux vidéo qui est juste incroyable en fait. Il est en fait extrêmement puissant sur le marché du jeu. 400 millions de joueurs actifs mensuels. Ouais, sûr. Ouais. Bon, alors évidemment ça amène plein de questions. Pourquoi ? Et puis qu'est-ce qui va se passer maintenant ?
Alors pourquoi Microsoft a une stratégie de rachat de studios depuis quelques temps? En fait, il y a déjà quelques mois, ils ont racheté ZeniMax Media, qui est en fait la société mère de Bethesda. Bethesda, alors déjà, ils avaient racheté ça pour 7 milliards d'euros. À l'époque, on avait dit c'est incroyable, c'est hallucinant. Bon, là, c'est encore un autre niveau. Mais que fait Microsoft avec tout ça? Déjà, Microsoft était pour l'instant, en tout cas, l'est toujours en position de challenger par rapport à Sony sur le jeu vidéo. Sur la console. Sur les consoles. Ils ont la Xbox. Voilà, Sony a la PlayStation qui se vend beaucoup mieux que la Xbox. Ouais. Mais Microsoft a décidé de changer de stratégie depuis quelques temps en proposant ce qu'ils appellent le Game Pass, qui est en fait, on pourrait dire, un petit peu le Netflix, entre guillemets, du jeu vidéo. En gros, c'est un abonnement à 10 € par mois à peu près, qui vous permet donc d'accéder à une centaine de jeux vidéo en illimité. Ce rachat, ainsi que les précédents, viennent s'inscrire là-dedans. C'est une vraie tendance, ça, en plus. Hein. Oui, alors c'est vraiment drivé pour Microsoft, pour le coup. Alors effectivement, d'autres s'y mettent aussi, et Sony compte s'y mettre, mais en retard sur la question. Microsoft et son Game Pass a pris beaucoup d'avance. Et effectivement, et tous ces jeux, toutes ces franchises qui arrivent grâce à un éventuel rachat, c'est pas encore fait, hein, ce sera fait qu'en 2023, d'Activision, et il faut encore que ça passe par des autorités de régulation de la concurrence. Tout ça n'est pas encore tout à fait fait. Il n'empêche que effectivement, on pourrait voir arriver très bientôt déjà des premiers jeux Activision Blizzard dans le Game Pass de Microsoft, et donc effectivement ce Game Pass qui est accessible sur PC. Parce que jusqu'à présent, c'était pas possible. C'était possible par le biais de deal. Hein. Voilà, il y a déjà un deal ponctuellement pour tel et tel jeu. Là, l'avantage, c'est que l'avantage, on peut imaginer plein de choses. Par exemple, on peut imaginer que Microsoft dise vous aurez Call of Duty, qui est donc, comme je le disais, le jeu le plus populaire tous les ans. Vous aurez Call of Duty en Day One, comme on dit, sur le Game Pass dès qu'il va sortir. Autrement dit, c'est un avantage incroyable par rapport à Sony, où les gens devront, si vous avez une PlayStation, payer ce jeu alors que vous l'aurez gratuitement, on va dire, dans le prix de votre abonnement, dans le Game Pass, ou alors peut-être même pas du tout sur les consoles concurrentes. Mais voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses que Microsoft aurait intérêt à jouer le coup des exclus et de ne plus donner ce type de jeu? Clairement, ils vont le faire pour certains jeux, mais en fait, ils ont clairement dit aussi qu'il y aurait certains jeux exclusifs et d'autres jeux qui continueront à fournir sur les plateformes concurrentes. Donc on ne sait pas ce qu'ils vont faire sur Call of Duty, par exemple, mais il est possible qu'effectivement, ils réservent une exclusivité sur certains titres, ou peut-être même sur le Call of Duty annuel pour la Xbox, ou alors par exemple, qu'ils privilégient un lancement Xbox mais qui sortent ensuite sur PlayStation. On ne sait pas ce qu'ils vont faire exactement, ça c'est sûr. Mais en revanche, effectivement, ça leur donne un avantage certain si, encore une fois, le rachat s'effectue bien, parce que c'est pas encore validé. C'est bien parti, mais c'est pas encore validé. Sur Sony, d'ailleurs, qui a dévissé en bourse à l'annonce de ça. C'est incroyable, hein. Parce que évidemment, voilà, c'est Microsoft alors devient un peu le Disney, si tu veux, du jeu vidéo. Disney qui a racheté énormément de franchises pour devenir finalement un titan de l'entertainment. Microsoft essaye de faire ça avec le jeu vidéo de la même manière, en rachetant toutes les franchises qui sont très connues de tous les joueurs dans le monde entier, quoi. Mais finalement, c'est un peu la même histoire que les câblo-opérateurs qui rachètent des chaînes de télé, des choses comme ça, quoi. C'est la fusion du contenant et du contenu. C'est vrai que... Ce qui n'a pas toujours donné des bonnes choses. Non, hein. Mais c'est vrai que Microsoft, pour le coup, a une offre qui est tout à fait déjà, à l'heure actuelle, c'est même sans leur faire de pub, j'ai pas d'action de Microsoft, mais qui est excellente d'un point de vue contenu. C'est-à-dire que le Game Pass, à l'heure actuelle, pour 10 € par mois, on a une offre à la fois de jeux AAA, comme on dit, des gros jeux vidéo, et de petits jeux indés très pointus qui sont vraiment excellents, qui sont sur cette offre. Donc c'est vrai que si on ajoute à cela des franchises de type Call of Duty, Overwatch, Diablo, tous ces jeux-là qui sont très populaires, c'est sûr qu'ils veulent en fait faire de leur Game Pass quelque chose d'incontournable. On s'abonnera au Game Pass comme on s'abonne à Netflix. Aujourd'hui, ils ont, je crois, à peu près 35 millions d'abonnés, sans en avoir fait vraiment une promotion auprès du grand public. Ils peuvent vraiment doper ce nombre d'abonnés, et je pense que c'est ça qu'ils attendent, une croissance énorme sur ce Game Pass, et ils s'attendent à ce qu'on s'abonne à un service de jeux vidéo comme on s'abonne aujourd'hui à un service de streaming vidéo. Mais Game Pass est exclusivement sur Xbox? Non, c'est pas, justement, en fait, et c'est ça qui est aussi intéressant dans leur stratégie, c'est que Microsoft se pose au-delà de la console de jeu, où là ils sont pas très forts effectivement par rapport à Sony ou à Nintendo. Eux, ils se posent en tant que fournisseurs de services maintenant,
de jeux vidéo. Ouais, Donc ce service Netflix, Game Pass, il est disponible sur Xbox évidemment, mais aussi sur PC. Il est aussi disponible sur Android par exemple. Alors il n'est pas disponible sur iOS, c'est plus compliqué avec Apple, hein, on ne va pas en parler Sans ici, blague. mais ça pourrait venir. Mais il est aussi disponible sur Android et on peut jouer à ces jeux aussi bien téléchargés qu'en streaming, parce que c'est aussi une des composantes fortes de Microsoft, c'est que tous ces jeux sont disponibles en streaming vidéo via xCloud, leur service de streaming. Eric, que pourrait faire maintenant Sony pour réagir ? Alors, Sony pour réagir, bon déjà, Sony, ils sont pas complètement morts, hein. Ils ont des licences de jeux qui sont exceptionnelles. Juste par exemple, God of War, qui est un jeu exceptionnel, mais et qui est exclusif à Sony. Et ils ont comme ça un portefeuille d'exclusivité qui est toujours très intéressant. Le seul problème, c'est qu'effectivement, ils vont peut-être être pris de vitesse par ce mouvement vers l'abonnement aux jeux vidéo que Microsoft tente de mettre en place. Alors Sony, eux aussi, évidemment, réfléchissent à ça. Ils ont un projet qui s'appelle Spartacus, dont on n'a pas vraiment entendu parler pour l'instant, qui est un projet un peu secret, qui a été révélé dans la presse, mais qui consisterait effectivement à faire une offre un peu similaire à celle que propose Microsoft, d'abonnement à la Netflix, entre guillemets, encore une fois, pour essayer de rattraper son retard. Ils ont déjà une offre qui existe, mais qui n'est pas très claire et moins intéressante que celle de Microsoft, qui s'appelle PlayStation Now, mais elle pourrait évoluer et je pense qu'ils vont annoncer ça même cette année. Hein. Ils vont essayer de rattraper leur retard assez vite pour éviter cette fuite éventuelle de joueurs vers un autre écosystème. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme grosse entreprise de jeux vidéo à racheter ? Ubisoft ? Alors, il y a Ubisoft, oui, évidemment. Il y aurait... après, on peut tout imaginer. Hein. On peut imaginer Sega aussi. On peut imaginer plein d'éditeurs japonais. Il y a Bandai Namco aussi. Il y a beaucoup d'éditeurs. Après, il faut voir aussi... Qui est en position de force ? Qui est équivalent à Activision, quoi ? Alors, il y a Electronic Arts. Mais Electronic Arts, ça va être à mon avis, ça risque d'être encore plus compliqué. En même temps, maintenant qu'ils ont racheté Activision Blizzard, est-ce que rien n'est impossible pour Microsoft ? Ce qui est intéressant aussi de dire quand même, c'est que ça ne s'est pas fait comme ça. Il faut voir que Activision Blizzard, c'est quand même une entreprise qui était en difficulté. Non seulement parce que son patron, qui est le gars qui a créé Activision, Bobby Kotick, est un gars une espèce de gourou qui a une vraie... pas gourou, mais qui a une vraie adhésion communautaire. Alors, pas vraiment de la part des joueurs, parce qu'en fait, il est plutôt critiqué parce qu'il a eu un management très toxique, qu'il a en fait été même accusé lui-même accusé de harcèlement sexuel, voire de choses encore plus graves. C'est quelqu'un qui est qui provoque pas mal de polémiques et du coup, en fait, Activision a eu une fuite de talent et notamment chez Blizzard. Il y a beaucoup de gens qui sont partis pour créer d'autres studios, etc. Et du coup, on a aussi du côté d'Activision un espèce de flou, de plongeon en fait vers on ne sait trop quoi. Chez Blizzard notamment, on voit qu'il y a plus trop de sorties de jeux intéressants. Ils se contentent de refuser en fait de jeux préexistants qu'ils relancent. Et donc en fait, c'est aussi à cause de ça, et ça a été montré dans la presse récemment, que Microsoft a profité en fait de cette situation pour pouvoir prendre la main sur cet éditeur parce qu'il est un petit peu en fait il a quelques petits problèmes en fait en interne. Donc ça va être aussi ça le gros défi de Microsoft, ça va être de régler tous ces problèmes, de faire repartir certaines licences qui aujourd'hui ont peut-être du plomb dans l'aile. Il y a World of Warcraft dont les abonnés baissent. Il y a Diablo 4 qui va sortir, mais on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il faut peut-être faire revenir des talents pour redonner un peu d'air à Blizzard. Donc tout ça, ça va être des gros chantiers pour Microsoft avec un Activision qui est effectivement pas très en forme. Très bien. Écoute, on suivra ça et tu suivras ça pour 01net bien sûr et pour nous. Et on aura l'occasion d'en reparler. Eric, tu peux rester encore quelques minutes si tu le souhaites. On a encore quelques news à partager avec vous cette semaine. Alors, ça n'a absolument rien à voir. C'est une news vraiment très tech qui concerne la 5G. On ne va pas revenir sur toutes les polémiques qu'il y avait eu sur la 5G, les dangers éventuels, etc. Tout ça est un peu derrière nous. Mais voilà qu'aux États-Unis, il y a quand même une histoire qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Et elle vient de la part des compagnies aériennes qui, depuis plusieurs mois, tirent un peu la sonnette d'alarme en disant « Attention ». On va avoir des problèmes techniques avec les émetteurs 5G aux États-Unis qui devaient ouvrir qui devaient ouvrir récemment, puis ça a été reporté au 19 janvier, à cause de questions d'interférences. Les interférences entre les ondes de la 5G et les systèmes, certains systèmes embarqués à bord des avions qui sont des radioaltimètres.
Parce que ces radios altimètres qui déjà sont des appareils plutôt importants parce que c'est ceux qui surveillent l'altitude de l'appareil principalement au moment de l'atterrissage. Donc autant dire que c'est le genre de truc qu'on n'a pas envie que ça tombe en panne. Non. Et on n'a pas envie qu'ils se trompent dans les calculs. Et voilà que ces radios altimètres fonctionnent, alors pour être précis, sur une plage de fréquence entre 4,2 et 4,4 GHz. Et à côté, vous avez la 5G américaine sur le cœur de la 5G, les nouvelles fréquences de 5G qui sont mises en place aux États-Unis, qui sont entre 3,7 et 3,98. Et ça, apparemment, ce serait trop proche, notamment quand les antennes sont puissantes, notamment quand elles sont dirigées vers le ciel. Et donc, il pourrait y avoir des risques de perturbation de ces appareils. Donc, il y a même des compagnies aériennes étrangères qui ont actuellement qui suspendent leur vol sur certains aéroports américains. La question qu'on se pose évidemment, c'est et qu'est-ce qui se passe chez nous, en France ou même en Europe? Eh bien, écoutez, rassurez-vous, tout est sous contrôle, comme dirait l'autre. Non, mais pour une raison simple, en réalité, pour plusieurs raisons simples, effectivement, c'est pas du tout le même souci chez nous, parce qu'on n'est pas exactement sur la même plage de fréquence. On parle bien des nouvelles plages de fréquences qui vont être activées pour la 5G, hein, le cœur 3,5 GHz, ou plus précisément entre 3,4 et 3,8. C'est pas exactement comme aux États-Unis. Et donc, apparemment, il y aurait moins de problèmes, de risques véritablement de perturbation. 2, c'est un problème qui a été visiblement anticipé, notamment en France, par les autorités aériennes et également par, bien sûr, l'Agence nationale des fréquences qui surveille tout ça. Et donc, il y a des zones de sécurité qui ont été mises en place en France autour des aéroports français pour que, évidemment, il n'y ait pas ce type de soucis qui se posent. Il vaut mieux, quand même. Voilà, c'est bien la 5G, mais effectivement, on va vers de nouvelles fréquences. En plus, ce qu'il faut rappeler, c'est que les opérateurs ont racheté ces nouvelles fréquences à prix d'or. Ah oui, ça a coûté cher. Ouais. En Europe comme aux États-Unis. Exactement. Donc, si on leur dit vous ne pouvez pas les utiliser, c'est qu'il y a un problème. Et puis, bon, mais après, ce serait que sur certains avions, etc. Espérons que ça va se régler prochainement. On revient en France avec une autre actu. Une autre actu qui concerne un événement qui va avoir lieu dans quelques mois, évidemment, personne ne passera à côté, puisque je veux parler de l'élection présidentielle. Et alors, il y a, à l'approche de cette élection présidentielle et en pleine campagne électorale, une application qui fait le buzz en ce moment. C'est une petite appli qui s'appelle Élise. Élise avec un Y et un Z. Vous l'avez peut-être téléchargée, installée vous-même. Elle cartonne notamment auprès des plus jeunes. C'est une application qui vous permet de trouver votre candidat. Grosso modo, on vous pose des questions qui sont extraites des programmes des différents candidats et puis vous répondez oui, non. Alors, ce qui est assez marrant, c'est qu'on répond en switchant, en swipant. À la Tinder. Voilà, c'est le Tinder de la présidentielle. Ouais. Tu l'as essayé, Eric? Oui, je l'ai essayé, bien sûr. Ouais. C'est pas mal fait. C'est très bien fait, Après, je ne sais pas si ça a vraiment une valeur, parce qu'en fait, ça se base sur ces propositions à chaque fois. Ouais. Donc déjà, il faut comprendre les propositions. Il faut comprendre les propositions. Et qui ne sont pas toutes les mêmes, qui ne sont pas évidentes à comprendre. Effectivement, et en plus, c'est en 2 lignes, donc parfois, c'est un peu court pour se faire une idée de la proposition. Est-ce que vous êtes d'accord pour le SMIC à 5 000 €? Écoutez, non, j'hésite, vraiment. Ouais. Mais en tout cas, moi je trouve quand même que je trouve ça plutôt cool qu'on essaye de faire des applis pour intéresser les jeunes à la politique. Nous sommes d'accord. Sauf qu'il y a un petit souci. Ouais. Cette appli, elle s'est pris quelques volets de bois vert pour plusieurs raisons. Alors d'abord, parce qu'il y a des ingénieurs, et c'est très bien, qui se sont plongés là-dedans, qui ont essayé de la challenger, l'appli. Alors ils sont déjà aperçus qu'il y avait un premier problème, c'est que si on répondait à toutes les questions, c'était Emmanuel Macron qui sortait vainqueur. Donc il y avait comme un truc qui n'allait pas, quoi. Donc ça, ils ont corrigé. Et puis il a été admis qu'effectivement, c'était un bug qui avait été corrigé. Deuxième problème, des craintes quant à la confidentialité des données. Parce que c'est vrai que finalement, on donne notre avis. Oui, c'est des données assez sensibles. Et c'est quand même des données, le vote en principe est secret, c'est une espèce de pré-vote non officiel. Donc s'il y a des données qui fuitent, c'est pas propre. Donc le problème a été soulevé. La CNIL, la Commission Informatique et Liberté, a dit écoutez, on va regarder. Donc je pense qu'ils sont en train d'examiner le truc pour savoir. Mais entre-temps, les créateurs de l'appli qui sont 2 jeunes assez sympas, 2 étudiants, etc. Bon, je pense qu'ils sont plutôt d'assez bonne foi. Ils ont dit, vous savez quoi, ils l'ont annoncé hier. Ils ont dit, alors d'abord, on détruit toutes les données perso, et deuxièmement, on va mettre le code en open source, enfin en libre accès.
Très bonne voilà, mesure. ils font preuve de bonne volonté, mais c'est une appli qui a beaucoup fait parler d'elle. Elle a déjà été téléchargée à plus d'1 million de téléchargements. Oui, alors qu'en plus, c'est effectivement vraiment un projet, on va dire, un projet effectivement comme ça. D'étudiants, oui. Alors, il y en a un des deux qui est assez militant, voilà, il veut... oui, mais en même temps, tant mieux. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Effectivement, c'est un peu problématique s'il y a des fuites de données personnelles, mais en tout cas, ce n'est pas une application à vocation publicitaire, avec des publicités ciblées, etc. Tout à fait. Donc, je pense qu'effectivement, il faut leur laisser, en tout cas, j'espère qu'ils pourront corriger tous les problèmes de sécu qu'il peut y avoir, mais c'est plutôt une bonne initiative en tout cas. Absolument. Élise, donc, si vous ne l'avez pas essayé, bon, attendez un petit peu et puis vous la téléchargez. on va attendre de voir un peu ce qui se passe quand même. Voilà, allez, une dernière news, très tech celle-là. C'est un truc qui a été annoncé au CES de Las Vegas, mais on ne peut pas tout dire au moment où ça se passe, le CES de Las Vegas. Et donc ça concerne les véhicules autonomes, les véhicules électriques principalement, et notamment Tesla. Tesla qui a annoncé qu'ils étaient en cheville avec une start-up américaine pour mettre au point une batterie qui assurera une autonomie de 1200 km, et ça a d'ailleurs été testé, et il semblerait que ça marche. Un nouveau type de batterie au phosphate de fer et au lithium. Voilà, il y a le pot-au-feu avec les légumes, et il y a aussi les batteries avec tout dépend de ce qu'on met dans les batteries en fait. Ça n'a pas le même goût et ça n'a pas la même autonomie. Donc c'est une start-up qui s'appelle Our Next Energy, qui est basée à Détroit. Détroit, c'est quand même la ville américaine de l'industrie automobile. C'est marrant d'ailleurs parce que c'est dans la vieille industrie quand même. Bref, une batterie qui permettrait de parcourir 1200 km, évidemment, ce serait une révolution. Bon, ça fait partie quand même des choses qui sont annoncé assez régulièrement. On sait que beaucoup de gens y travaillent. Mercedes promet également une batterie qui dépassera les 900 km d'autonomie. Donc c'est super, mais pour l'instant, on n'a pas d'informations sur la date éventuelle de mise en circulation, de commercialisation, le prix, etc. Voilà, 1200 km d'autonomie en batterie. Mais moi, je suis sûr que c'est ce qui va se passer en réalité. Aujourd'hui, l'autonomie, c'est le point faible de la voiture autonome. Oui. Et demain, elle fera plus qu'une voiture thermique, probablement. En fait, c'est vrai que c'est un peu ça qu'on attend, parce qu'effectivement, le problème de la voiture électrique, c'est qu'il faut la recharger, et ça dure parfois un peu longtemps. Oui. Donc, si elle a une autonomie inférieure à celle d'une voiture à essence, c'est un peu problématique. Donc ça, c'est une super nouvelle. Et c'est ce qui fait peur j'espère qu'il y en aura d'autres comme ça. Mais effectivement, le problème de toutes ces technos de batterie, c'est qu'en général, ça marche bien en labo, et puis quand on veut le développer, le faire de façon industrielle, et vraiment, c'est beaucoup plus compliqué. Donc j'espère que pour le coup, ça fonctionnera. Parfait. Voilà, on va s'arrêter là pour l'actu de la semaine. Merci beaucoup Eric d'avoir été là. Et on va passer tout de suite à nos invités. On va continuer à explorer un peu vous savez, la queue de comète du CES de Las Vegas avec des annonces que nous n'avions pas eues sur place, et pour cause. Ce sont les nouveautés LG, le grand constructeur notamment de téléviseurs. Et c'est notre invité tout de suite. Et pour ça, nous recevons Jérémy Barraud. Bonjour. Bonjour. Chef de produit télé chez LG Electronics France. Merci d'être là. Merci, avec plaisir. Ouais. On vous a cherché au CES, on ne vous a pas trouvé? Non, on avait un stand qui était avec une expérience purement digitale. Tout à fait. Sans produit physique. Ensuite, on a développé toute la conférence en live sur YouTube, etc. Ouais. Et là, le but, notamment par ma présence ici, c'est de parler un peu des nouveautés. Absolument. Et on va en parler. De toute façon, c'est pas du tout pour jeter la pierre aux entreprises qui ont fait le choix de ne pas venir. C'était un choix aussi pour des questions de sécurité du personnel, etc. Et vous n'étiez pas seul. Panasonic n'était pas là. Enfin bref, il y avait quelques grands absents. Donc, il faut qu'on rattrape le temps perdu. Alors, parce que vous avez annoncé des choses à l'occasion de ce CES. Il y a des nouveautés télé qui sont vachement intéressantes, mais d'abord, si on reparlait un petit peu du jeu vidéo, parce qu'on parlait à l'instant de cette news incroyable, le rachat de Activision Blizzard par Microsoft. Et alors vous annoncez quelque chose également, c'est l'arrivée du jeu vidéo de Google, de Stadia Game Cloud Service sur vos télés. C'est ça. Le gaming, c'est extrêmement important pour nous. Depuis de nombreuses années, on a le C10, notamment sur le LED, et le C1 qui a été énormément plébiscité. Donc voilà, tous les avantages de LED sur le gaming.
On a lancé en fin d'année exactement donc, Google Stadia et aussi également NVIDIA GeForce Now, donc, qui est toute la solution de cloud gaming, donc en application native directement accessible sur le téléviseur. D'accord, donc j'achète mon téléviseur, immédiatement je vais avoir une appli préinstallée qui va me permettre de rentrer mon compte ou de m'inscrire à... Exactement, on l'installe directement sur le store et c'est le but d'avoir, on se saisit uniquement d'une manette et on a directement accès à un catalogue de jeux ou aux jeux qu'on a déjà préachetés. La manette est fournie ou Non, on peut prendre une manette soit en USB ou soit aussi également via Bluetooth qui se connecte directement au téléviseur. Ouais, c'est important pour vous de pouvoir offrir cette brique. Totalement. En fait, on essaie de s'adresser vraiment au monde entier du gaming. On est aussi partenaire exclusif avec Xbox qui a fait une grosse annonce dernièrement. Donc vraiment, ça nous conforte dans ce positionnement qu'on a sur le gaming. On annonce cette année, en 2022, l'arrivée d'un 42 pouces sur l'OLED qui est vraiment destiné à ce type de joueur qui va avoir un moniteur un peu OLED, donc qualité OLED en mode setup avec son ordinateur, par exemple. Donc gaming extrêmement important. Aussi, on lance des fonctions qui sont propres aux gamers, qu'on appelle notamment l'optimiseur de jeu, qui permet aux joueurs d'avoir tous les paramètres. En fait, ça lui permet d'avoir tous ces paramètres directement accessibles, d'activer et désactiver le VRR, par exemple. Aussi. Oui, parce qu'il y a certains réglages qui vont convenir plutôt au gaming et puis d'autres qui vont convenir au cinéma. Exactement. Et c'est vrai que sur le gaming, on veut aussi proposer une image propre à chaque type de jeu auquel on joue. Donc, dans l'optimiseur de jeu, si on était plutôt un joueur de type jeu de tir, on avait une fonctionnalité qui est FPS, qui permet de boucher un petit peu plus les noirs. Donc d'adapter l'image en fonction de chaque jeu. Et en 2022, on lance une nouvelle fonction qui est le mode sport, qui permet aux joueurs de PES, de FIFA par exemple, d'avoir une image qui est adaptée avec une meilleure clarté, une meilleure visibilité des joueurs. Vous pensez que l'OLED est un élément qui va attirer les joueurs pour le gaming ? Totalement. On le voit aujourd'hui, par exemple, on a été partenaire avec Solari, notamment en 2021. Ils jouaient déjà sur de l'OLED, sur du C10 par exemple, sur du C1. Donc vraiment, on le voit, même des joueurs qui sont dans le e-sport. On a un temps de réponse qui est de 1 milliseconde, on a un input lag, quand on met la manette, l'action à l'écran, c'est immédiat. Donc, et ensuite, on a tout le confort de l'image, évidemment. Les noirs absolus, etc. Donc, le Xbox Pass dont on parlait tout à l'heure, de Microsoft, c'est quelque chose qu'on peut retrouver chez vous ? Alors, pas encore en natif sur les téléviseurs, c'est dans les tuyaux, mais en tout cas, c'est quelque chose qui arrivera sur les téléviseurs. C'est le sens de l'histoire, comme dirait. Exactement, c'est le but aujourd'hui, c'est faciliter l'accès. Bien sûr. Ok, alors ça c'est pour les contenus, on va dire. Maintenant il y a les produits Alors il faut rappeler que LG avait quand même fait rêver tout le monde il y a 2 ans, je crois. Bah oui, il y a 2 ans, c'était pas en 2021, c'était en 2020 au CES de Las Vegas, avec la présentation de ce téléviseur qui se déroulait comme ça. Le Rollable, exactement. Voilà, qui est commercialisé d'ailleurs. Qui est commercialisé. Voilà. Je ne sais plus à quel prix, mais... 100 000 euros. 100 000 euros, voilà. 3 fois rien. Et là, vous mettez le cap sur ce que vous appelez des lifestyle TV. Et on sent que c'est un peu la tendance, parce qu'effectivement, il y a des choses intéressantes à Las Vegas, aux concurrents et autres, avec 2 produits qui sont vraiment pas mal. Ouais, qui sont assez atypiques. Vraiment, le design, c'est un pilier extrêmement important en plus du gaming pour nous. Et du coup, au CES, on a notamment une gamme LG OLED qui est la série C, qui est vraiment une série lifestyle avec accroche murale intégrée qu'on fixe au mur, vraiment pour mettre le téléviseur dans l'environnement design du consommateur. Et là, en 2022, donc, on lance ce qu'on appelle le 65 Art 90, qui est un téléviseur qui a un panneau frontal qui monte et qui descend. Wow. Avec toute la partie audio intégrée. Et en fait, quand il va monter, vous allez avoir juste une partie de l'écran, vous allez avoir des fonctionnalités qui vont être par exemple des ambiances, vous allez avoir l'horloge. Il se cache dans la partie inférieure, parce qu'on ne le voit pas bouger là sur les images qu'on a, mais il vient se cacher dans la partie inférieure. En fait, c'est le panneau qui vient monter et du coup cacher une partie de l'écran. Et on va voir comme une ligne de l'écran. C'est ce qu'on voit, Voilà, c'est ce qu'on voit. Donc exactement, il y a cette ligne. Et là, on va voir par exemple un Spotify, etc. On peut manager directement. Ouais, et le but, c'est de ne pas avoir cette intrusion juste télévision, mais d'avoir un peu un objet à part qu'on fixe comme ça, qu'on peut mettre contre un mur. Et ensuite... C'est joli, mais bon, l'utilité... l'utilité est vraiment d'avoir un produit qui est incrusté dans son intérieur et qui répond à un besoin lifestyle qui est croissant, on le voit aujourd'hui sur le marché. C'est un téléviseur qu'on pose sur le sol alors ?
c'est qu'on Ou peut qu'on poser fixe contre au le mur. mur, qu'il D'accord. y ait une accroche quand même à l'arrière Ouais. en termes de sécurité. On peut le mettre un peu comme ça incliné, Ouais. et on peut le fixer aussi contre le mur purement. C'est le côté très chic qui consiste à poser les tableaux par terre chez soi. Hein. Ça fait très branché. Ça. Ouais, c'est vrai que c'est un côté qui est assez demandé. Ouais. C'est ça. Donc voilà, le but, c'est d'avoir un téléviseur qui est vraiment un objet design. C'est vraiment la Donc ça va tendance. sortir en 2022. Alors c'est prévu de sortir exactement en 2022 en France. On parle du prix ou vous l'avez pas encore? Pas encore, on n'a Pas pas, encore. on n'a pas de. on n'a Quelle pas de taille prix d'écran encore. 65 pouces uniquement. Uniquement pour l'instant. Que du C'est ça, 65. 65 OLED. Vous avez testé le marché, puis ça marche bien. Il y aura peut-être des déclinaisons. C'est ça, exactement. Moins cher, plus cher, etc. Voilà. Non, très élégant. Puis alors, c'est amusant parce que finalement, vous arrivez, je dis vous, les constructeurs de téléviseurs, à réinventer encore des nouvelles choses. Quoi. Bah, On c'est pensait ça. qu'on avait tout inventé en matière de design télé. Bon, bah bravo. C'est une fonction qu'on retrouve un peu notamment sur le télé enroulable, où il y a Oui, juste une tout à partie fait. de l'écran qui se Et là, c'est déroule. un écran qui est rigide. Mais là, du coup, c'est un écran qui est rigide et c'est le panneau devant qui fait office. Voilà. D'accord. Et dans le panneau, il y a quoi? Il y a Il y a un système son de 80 watts qui est D'accord. intégré Ok. directement. Donc pas besoin Voilà. de barre de son. Pas besoin de barre de son. Ok, super. C'est un tout en un. Bon, ça va pas être donné à mon avis cette petite chose en 65 pouces. Il y a des Ok, chances. super. Autre chose, il y a un téléviseur qui se promène, téléviseur autonome, c'est ça? C'est ça qui s'appelle exactement, qui s'appelle le Stand By Me, Ouais. qui est un écran de 27 pouces LCD et en fait qui est directement monté sur un support avec batterie intégrée sur roulette. Ouais. Et en fait, vraiment, le but de ce produit est de se dire, aujourd'hui, on voit dans les habitudes de consommation, Mhm. les gens passent beaucoup de temps chez eux, font beaucoup de choses chez eux, et c'est avoir un écran qui nous Qui les accompagne. suit. Voilà, On peut le mettre dans la chambre, dans la cuisine, dans exactement, le dans la cuisine, si on Quelle veut taille lire une vous avez dit, recette, pardon 27 pouces. 27 pouces, c'est pas très grand. C'est pas très grand, mais c'est pas le but non plus, c'est pas d'avoir aussi un écran gigantesque Ouais, à côté bien de sûr. soi, c'est que ça soit quand même pratique à déplacer. Et donc sur batterie et réglable en hauteur, on peut le mettre en mode portrait, en mode paysage, Ah, c'est etc. pas mal, ça. Donc c'est ça. Quelle autonomie? Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres, donc ça sera commercialisé en 2022. On apprendra plus tard un petit peu sur D'accord, les détails techniques. On aperçoit les quelques images, ils sont formidables. Nos amis en régie, ils ont trouvé les images. C'est parfait. Voilà, sur différents usages, en fait. C'est ça, c'est de répondre à différents besoins à tel moment qu'on peut avoir. Donc, par exemple, de la visio, l'utiliser pour voir une recette de D'accord. cuisine dans sa cuisine, Ouais, ouais. pour aller en extérieur également, sur son hamac, Ça etc. peut faire moniteur d'ordinateur aussi. Également. Ouais. On a un clip aussi pour fixer le smartphone et pour pouvoir faire de la ouais. visio. C'est vraiment À l'arrière. c'est pareil, on n'a pas de prix pour l'instant, ça. Non. Super. J'ai vu dans votre communication que vous disiez une première mondiale. Alors, peut-être si c'est commercialisé, mais désolé de vous décevoir, j'avais déjà vu ça, je crois, à l'IFA chez Panasonic, Ok, me semble-t-il. ok. Voilà. Mais ça, je pense que ça n'est jamais sorti, ça n'a jamais été commercialisé. En tout cas, c'est intéressant. Télé complètement autonome. On n'a plus beaucoup de temps. On dit un petit mot quand même, vite fait, de votre line-up, un peu plus de téléviseurs un peu plus classique de 2022. Donc on a la gamme OLED, où là, du coup, juste, on a lancé aussi, on va lancer le G2, qui est le téléviseur aussi aujourd'hui le plus lumineux que LG OLED est créé en 4K. D'accord. Donc avec un nouveau système de dissipation de la chaleur, un nouveau algorithme pour booster la luminosité. Donc vraiment, on aura une gamme OLED extrêmement Déjà que complète. l'OLED, c'est pas mal, c'est de l'OLED boosté. Exactement. Donc on va aller du 42 pouces au 97 pouces aussi. Une nouvelle Waouh. taille qu'on lance en OLED. Donc la plus grande largeur de gamme du Ça, c'est marché. un peu une tendance aussi à Las Vegas, encore des écrans encore plus C'est ça. grands. Et c'est vrai que c'est une envie aussi du consommateur de s'équiper en grand écran chez soi. Quand on a la place, oui. C'est ça. Et le budget. Exactement. Et ensuite, du coup, on a du LCD Premium qu'on a lancé en 2021, qui est du QNED, donc qui est vraiment du LCD Premium avec une nouvelle technologie qui booste aussi la luminosité. Et donc là, on va avoir une gamme qui est encore plus étendue, du 50 pouces au 86 pouces. Vous n'avez pas peur que les consommateurs s'y perdent là, entre l'OLED, le QLED, le QNED, chez vos concurrents, le QD LED, le QD OLED, enfin, il y Il y a énormément on d'acronymes, est perdu etc. dans les Il y en a technos. beaucoup. Le but, notre rôle aujourd'hui, c'est de vulgariser ça aussi et de montrer, Ouais. d'avoir le réel besoin du consommateur. C'est pour ça que nous, on travaille beaucoup en se disant, voilà, on a aujourd'hui des joueurs, on a aujourd'hui des gens qui veulent du design, voilà, des gens qui sont extrêmement cinéphiles, qui veulent des viseurs lumineux avec des contrastes infinis, etc. Donc on travaille beaucoup comme ça par typologie de consommateurs et s'adresser au maximum de Et consommateurs l'idée, c'est un possible. peu de fusionner tout ça aussi. C'est hein. ça, On le sent c'est bien. ça. Hein, Et faire c'est ça, plaisir de satisfaire tous les besoins. C'est là où il y a toute la Ok, magie. bah, super. Merci beaucoup, Jérémy Barraud. Avec plaisir, merci. Chef de produit TV chez LG Electronics. Merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup pour l'invitation. Décrire toutes ces nouveautés LG qui arriveront dans le courant de l'année 2022. C'est la suite de 01 Hebdo et nous allons passer tout de suite à notre séquence Tech Care.
TechCare avec Orange, on s'intéresse aux innovations vraiment positives. On vous a souvent parlé de choses pour la planète, on vous a parlé de choses pour la santé. Eh bien, on va s'intéresser aux produits pour la santé des animaux. Et oui, parce que c'est important. Hein. On aime bien prendre soin des animaux de compagnie et on reçoit Amélie Caudron. Bonjour. Bonjour Jérôme. De la société française Invoxia. Invoxia qu'on connaît parce que je crois bien qu'on a dû déjà recevoir plusieurs de vos collègues ici parce que c'est une entreprise française innovante, Invoxia, spécialisée plutôt jusqu'à présent dans les trackers GPS et autres. Oui, donc on est spécialisé dans les objets connectés avec une dimension hardware et intelligence artificielle. Ouais. Et depuis 2017, on commercialise donc une gamme de trackers GPS avec de l'intelligence embarquée pour protéger tout ce qui peut se perdre ou se faire voler. Donc c'est principalement jusqu'ici. Moi j'en ai un sur mon vélo. Comme ça, dès qu'on bouge, je sais et je peux le retrouver. Oui. Voilà, donc on a beaucoup de témoignages d'utilisateurs qui interceptent des vols ou qui retrouvent leur véhicule grâce à nous. Ouais. Et alors ça marche aussi pour les animaux. Donc on peut, les retrouver, mais surtout la nouveauté que vous avez présentée à Vegas, c'est ce collier que vous avez là, que vous avez apporté. Vous n'avez pas apporté le chien, vous n'avez apporté que le collier. Non. C'est bien, je pense que c'est plus raisonnable. Et qui a également des fonctions médicales. Voilà, donc en 2018, on a sorti le premier tracker GPS pour animaux domestiques, donc chiens et chats, qui embarquait la reconnaissance d'activité par intelligence artificielle directement dans le produit. Donc on avait GPS et activité. On a récolté des dizaines de millions de journées d'activité de chiens qu'on a analysées. Et c'est en s'appuyant un petit peu sur ces deux briques qu'on a construit le produit qu'on a annoncé au CES. D'accord. Donc qui est le Smart Dog Collar, qui est le premier collier biométrique pour le suivi de la santé du chien à 360 degrés. Biométrique. Voilà, ça fait classe. Ça jette, hein, ça fait classe. C'est-à-dire donc en fait, on va avoir non seulement le suivi de l'activité de l'animal, ce qui est assez important pour avoir une idée de son état général. Donc est-ce qu'il a une baisse de vitalité, est-ce qu'il a une baisse d'appétit? Ça peut être des indicateurs de problèmes de santé. Mais là, on va plus loin en intégrant en fait un capteur radar qui va détecter le rythme respiratoire et le rythme cardiaque de l'animal. Donc en fait, c'est biométrique dans le sens où on va avoir des données vitales en plus des données d'activité. D'accord. Et à partir de ça, on va être capable de comprendre un petit peu le comportement du chien, de détecter des anomalies et d'alerter le propriétaire du chien à temps pour qu'il puisse réagir et aller voir. Oui, parce que le chien, il nous dit rarement j'ai mal à la tête, je me sens fiévreux ce matin. Je suis vraiment fatigué. Quoi. Mais on le voit malgré tout. Alors on Quand peut on est le voir, attentif, mais ça met tout. En fait, ça fait peser toute la responsabilité sur le maître du chien. Oui. En fait, qui doit être. Je suis moi-même propriétaire d'un chien et on voit qu'en fait, parfois on se pose des questions, on ne sait pas s'il faut aller consulter ou pas. Le chien, effectivement, ne communique pas. En fait, les chiens sont quand même sujets. La cardiologie canine est assez proche de la cardiologie humaine. D'accord. Les chiens sont autant sujets que les humains à des problèmes cardiaques. On parle de 10% des chiens à peu près qui ont un problème cardiaque avéré et beaucoup qui ont un problème silencieux qui va se révéler en fait qu'en cas d'épisode grave. Donc là, l'idée, ça va être de prévenir un peu ces épisodes graves et puis en cas de problème avéré, d'aider le maître à lui fournir les outils pour faire le suivi et éviter que le chien fasse une rechute. De quelle manière? C'est-à-dire, à ce moment-là, il y a du coaching sur l'appli qui vous dit attention, vérifiez ça, ça et ça? Voilà, en fait, il y a notamment l'indicateur de rythme respiratoire au repos qui est un des plus importants pour le suivi de la santé cardiaque. Donc ça, c'est un service qu'on développe avec des vétérinaires aux États-Unis, cardiologues. Et l'idée, c'est suivre ce rythme respiratoire, parce que s'il commence à augmenter, ça peut être mauvais signe, ça peut être signe qu'on va avoir un épisode grave de type insuffisance cardiaque ou œdème au poumon qui risque d'arriver. Ouais, mais vous l'avez dit, ça concerne combien de chiens? Alors on parle quand même d'une dizaine de millions de chiens aux États-Unis, et ça c'est juste pour les problèmes cardiaques. Mais en fait, ce suivi de données vitales, en fait, ce qui est passionnant avec la santé cardiaque canine, c'est que jusqu'ici, les technologies qui servent pour les humains utilisaient pas mal de capteurs, soit optiques, soit électriques, qui ne sont pas compatibles avec le pelage de l'animal. Donc en fait, tout ce qui a été fait comme avancée dans la santé, dans la prévention humaine, c'est pas encore répercuté sur la santé canine. Oui, c'est pour ça que vous avez développé une techno qui est assez innovante, pour laquelle vous avez déposé un brevet, je crois. Parce que, effectivement, surveiller l'activité cardiaque d'un chien avec les poils, tout simplement, c'est pas aussi facile que pour un humain. Voilà.
Voilà, donc on utilise une technologie de radar qui permet en fait de détecter à travers le pelage des mouvements vraiment infimes de peau. D'accord. Et on va en déduire avec du traitement du signal et de l'intelligence artificielle le rythme cardiaque et le rythme respiratoire. C'est le radar qui voit si la peau vibre ou pas. Mais c'est un signal qui n'est pas du tout trivial. Il faut vraiment une grosse couche d'interprétation pour arriver à en déduire quelque chose. Et ce qu'on a appris en travaillant avec les vétérinaires aux États-Unis, c'est que justement, il y a eu assez peu de données collectées, de données vitales et d'activités collectées à grande échelle sur les chiens, parce que c'est complexe d'obtenir ces signaux. Les animaux sont assez peu coopératifs. Et donc là, ce qui est hyper intéressant avec ce produit, c'est que ça va ouvrir de nouvelles portes pour la recherche. On va avoir en fait une énorme collecte de données quand vous on collectez de la donnée. produit. Vous faites comme les fournisseurs de bracelets connectés. Ce qui est important, c'est le bracelet, c'est le device, mais c'est aussi toute la data. C'est surtout la donnée, parce que derrière, on va construire des services qui vont être simples au début et on va pouvoir détecter de nouveau ce qu'on appelle des biomarqueurs, de nouvelles corrélations entre les données vitales, les données d'activité et puis certaines pathologies qui vont se développer. Alors, il sort quand ce produit et à quel prix ? À l'été 2022. Donc l'été prochain, c'est pas tout de suite. Il y a encore un peu de boulot c'est cet été. Oui, c'est cet été. On est quoi ? On est en janvier ? On est en janvier. C'est dans 6 mois, quoi, même pas. Ouais. D'accord. Et à quel prix ? Et donc, en fait, on vendra le collier dans les $99 et ensuite, il y aura un système d'abonnement mensuel pour avoir accès aux services, pour la connectivité, tout le suivi GPS, etc. D'accord. $99 plus l'abonnement. Alors après, il y a l'aspect business, effectivement. C'est un marché énorme, le marché de l'animal de compagnie, notamment aux États-Unis. On comprend bien que c'est un peu les États-Unis que vous visez. Oui, c'est notre marché stratégique au départ. C'est un marché qui est énorme et qui est en pleine expansion. Il y a eu beaucoup d'adoptions, d'une part, de chiens et de chats pendant le Covid. J'en fais partie. Ensuite, on constate vraiment que la place du chien a changé dans la famille. Aujourd'hui, on ne parle plus de propriétaire ou de maître de chien, on parle de parents de chien. Il y a même il y a des études, il y avait un article du Financial Times qui expliquait qu'en Chine, les gens ont de moins en moins d'enfants et préfèrent adopter des chiens. Et donc, il y a des enjeux sur... Ça coûte moins cher au niveau des études, c'est sûr. Oui, mais il y a des enjeux quand même au niveau du coût de la santé et du coût de l'espérance de vie, avec parfois des problèmes qui auraient pu être évités. Bien sûr. Bien sûr. Bon, écoutez, super, bonne chance pour ce... Comment il s'appelle ? Le Smart Dog Collar. Smart Dog Collar. Parfait. Amélie Caudron, CEO d'Invoxia, qu'on était ravis de recevoir aujourd'hui dans 01 Hebdo. Merci Jérôme. Continuez à nous faire des jolis produits connectés comme ça chez Invoxia. Super. On va parler maintenant de la face obscure des technologies avec Gilbert Kallenborn. On va s'intéresser à ce terrible marché souterrain, un vrai marché qui rapporte de l'argent, de la faille informatique. Bonjour Gilbert. Bonjour. Comment ça va ? On ne se quitte plus. Et oui. On était là il n'y a pas longtemps, toi et moi, pour l'émission Objectif Quantique. J'en profite pour faire un petit peu de promo au milieu. Très intéressant. L'émission. Voilà, Objectif Quantique qui démarre très très bien. Vous êtes vraiment déjà plusieurs milliers à l'avoir regardé et c'est super. Donc Objectif Quantique qui est un nouveau programme sur 01 Hebdo, comme son nom l'indique, consacré à l'informatique quantique. Énorme révolution et un univers incroyable. Et donc Gilbert participe, tu étais dans le premier épisode, j'espère bien te retrouver dans le prochain numéro, le mois prochain. Revenons à... Ma véritable passion. À ta véritable passion, exactement. La sécurité. Traquer les cybercriminels et les cyberfailles. Alors, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça ? Et donc là, c'est pour vous parler du marché de la faille informatique. Alors c'est un marché que tout le monde ne connaît peut-être pas vraiment, mais il faut savoir que les failles informatiques aujourd'hui, c'est un produit ça a une valeur marchande en fait, et qui peut être vraiment très élevée. C'est quoi une faille informatique ? Alors qu'est-ce que c'est une faille informatique ? C'est un bug en fait dans le logiciel. C'est vraiment le bug. C'est le bug, mais le bug où il y a un risque en fait de sécurité informatique que l'on peut exploiter par exemple pour accéder à des données, pour saboter un logiciel ou un système, ou le rendre indisponible. Donc il y a toujours cet aspect de risque. N'importe quel bug n'est pas forcément une faille, parce que si c'est juste un petit défaut d'affichage, c'est pas très grave. Mais les failles aujourd'hui se négocient à plusieurs millions de dollars. Wow. Donc par exemple,
une faille dans un iPhone qui permet de pirater un iPhone à distance, ça peut être de 1 million à 2 millions de dollars. C'est-à-dire qu'il y a un hacker gentil ou méchant, on va dire, qui trouve cette faille. Il peut la revendre plusieurs millions. Alors, généralement, ce n'est pas une seule faille. Pour pirater un iPhone aujourd'hui, ce n'est pas juste une faille qu'on trouve, c'est une succession en fait, de failles qui permettent de faire ce que fait, c'est le travail de NSO, l'éditeur israélien qui pirate les iPhones. Eux, c'est leur travail, c'est leur fonds de commerce en fait, de trouver ce genre de failles. Alors, ce marché est un marché mondial, international, et qui a deux en fait, volets. Il y a un volet offensif et un volet défensif. Alors le volet offensif, c'est les États en fait qui achètent les failles pour renforcer leur propre arsenal cyber. Ce sont aussi les groupes de pirates qui négocient en fait dans les forums de hackers, qui cherchent des failles pour leurs propres opérations de piratage. Et puis il y a le volet défensif qui est tout cet aspect de bug bounty, donc c'est les programmes de récompense que mettent en place en fait les éditeurs et les entreprises pour renforcer leur propre sécurité. Ils font appel à des hackers pour tester la solidité pour de leur... trouver des failles. Pour trouver des failles. Voilà, c'est pour trouver des failles. Alors là, petit quiz. Jérôme, en quelle année est-ce qu'a été mis en place le premier programme de bug bounty dans l'histoire de l'informatique? Ah mais je crois que c'est très vieux. C'est très ancien, mais je ne saurais pas lire la date. Alors, 1900... allez, 50. Non, 95. Ah, 95 Ah 1995. Bon, c'est pas si vieux que ça. Non, c'est pas si vieux que ça. C'est pas si vieux que alors, ça. c'était en fait l'histoire en fait, assez intéressante. C'était l'histoire, ça concerne Netscape. Netscape en 95. Exact, voilà. Donc, en train de travailler sur son navigateur Internet et passer à un développement assez intensif. Tous les 6 mois, une nouvelle version. Et donc, du coup, parfois, un peu plus de failles. Et il y avait à cette époque aussi toute une mouvance en fait, de hackers un peu anarchistes et un peu cyberpunk qui faisait du full disclosure. Donc, ça veut dire il trouve une faille et il la publie directement dans les mailing lists, donc publics. Tout le monde, d'accord. Voilà. Donc ça, pour Netscape, c'était un petit peu, comme ils étaient en plus cotés en bourse, c'était pas terrible. Ça faisait des ordres. Et donc, ils ont eu cette idée de génie de créer un bug bounty. Donc, ils étaient précurseurs, en fait, dans cette façon de faire. Et qui, du coup, pourquoi une idée de génie? Parce que, du coup, ils ont renversé totalement ils ont dit la situation. Continuez, mais c'est nous qui vous payons. Voilà, donc mais vous ne le dites pas à tout le monde. Voilà, donc ils sont passés de dominés à dominants, parce que du coup, ils ont dit en fait aux hackers ce qu'il faut faire. Ils les ont achetés, ils ont acheté leur silence quelque part aussi. Les programmes de bug bounty servent aussi à ça, éviter que en fait, les informations sur les failles de sécurité sortent. D'accord. Voilà, donc ça c'est pour la petite histoire. Alors après, ça a mis quand même 15 ans avant que les bug bounty vraiment démarrent. Donc les premiers programmes datent de 2010, c'est Google, Facebook. Alors pourquoi ça a mis 15 ans aussi? C'est parce qu'en même temps, à cette époque-là, il y avait justement ce volet offensif qui commençait à monter en puissance et qui du coup a forcé en fait les grandes entreprises comme Google ou Facebook à réagir, parce qu'on ne peut pas laisser faire les États complètement rentrer comme dans du beurre dans leur système. Bien sûr. Aujourd'hui, c'est généralisé, ces bug bounty. Voilà, alors c'est complètement généralisé. Pourquoi? Parce que du coup, après ces programmes de bug bounty qui étaient faits par les entreprises, il y a eu les plateformes, donc les plateformes comme HackerOne, BugCrowd, mais aussi en France, Yes We Hack. Donc ces plateformes, eux, servent à rassembler en fait des hackers qui peuvent se connecter, chercher des failles. Ils ne sont pas du tout employés en fait. C'est un petit peu... C'est une vraie plateforme de service. Exactement. Alors du coup, place de aussi, marché de la recherche de bugs. Voilà, donc c'est complètement libre et libéral. Et il y a tout un marketing très huilé en fait qui s'est mis en place avec le hacker qui est un peu présenté comme pas comme le méchant avec le hoodie à capuche, mais c'est le hacker, le héros, qui peut devenir riche. Il y a aussi des rankings, des classements qui permettent de stimuler. Il y a des événements qui sont organisés pour inviter les meilleurs hackers de la planète et à faire de... On a des très bons hackers d'ailleurs en France. On a des très bons hackers, bien sûr, oui. Mais il y a aussi une autre réalité, c'est que en fait, c'est un travail aussi très précaire, en fait,
Alors on peut gagner beaucoup, mais on peut aussi ne pas gagner beaucoup. Il y a un côté chasseur de primes un peu. Voilà, c'est le côté chasseur de primes. Donc c'est ultra mondialisé, c'est ultra capitaliste aussi quelque part. C'est un petit peu, c'est le Uber en fait de la faille de sécurité. Ouais. Quoi. Mais tout ça, la carotte, c'est le fait de se dire un jour je vais trouver la faille 0day qui vaudra 2 millions de dollars et ma fortune sera faite, c'est ça? Alors, en fait, il y a plusieurs aspects. Il y a déjà l'aspect, en fait, c'est vraiment des gens passionnés quand même, les hackers. Donc, ils adorent résoudre les puzzles, ils sont de chercher. Il y a l'aspect financier aussi. Il y a aussi l'aspect, effectivement, ça peut être un petit peu un job à côté. Mais après, globalement, quand même, c'est pas un travail qu'on peut faire à plein temps pendant très longtemps, parce que c'est quand même. Mais tu le disais, c'est l'objet de ta chronique. Il y a quand même une économie. Il y a de l'argent qui circule. Il y a des plateformes officielles, etc. Puisque tout ça est légal. Tout à fait. Mais même sur le côté offensif, il y a des plateformes comme Zerodium qui, eux, en fait, cherchent des failles. Pour les vendre après aux États, donc aux agences gouvernementales. Alors le problème, c'est qu'à un moment, ça peut déraper, non ? C'est-à-dire, tu peux vendre ça à des plus méchants, tu peux vendre ça à des États peu recommandables, tu peux vendre ça à des entreprises a priori recommandables, type NSO en Israël, qui finalement, eux-mêmes, s'en servent pour fabriquer des outils qu'ils vont vendre à des gens peu recommandables. On est dans une espèce quand même Oui, c'est clair, il y a toujours du clair-obscur. Ouais. Alors pour NSO, oui... Apparemment, c'est clair, ils ont vendu en fait leurs produits à beaucoup de gens, à des États peu recommandables. Ouais. Pour Zerodium, je ne sais pas. A priori, eux, ils sont quand même assez régulés. Ils vendent ce qu'ils disent en tout cas qu'à des États où ils ont le droit de le faire. Mais oui, c'est sûr, il y a l'aspect anarchique, l'aspect chaotique quand même de la faille est toujours là quelque part, ne serait-ce que par exemple dans les groupes de pirates. Donc là, il y a toujours ce petit marché dessous. Mais on a l'exemple de success story, entre guillemets, de jeunes, ou de pas jeunes d'ailleurs, qui ont trouvé vraiment la faille qui les a rendus riches. Alors oui, il y en a qui vivent très bien de leur... alors, il suffit d'aller sur HackerOne et de prendre les premiers du classement. C'est clair, eux, ils vivent très très bien de leur Donc, travail. Donc ça veut dire que plusieurs fois, ils ont trouvé vraiment des failles qui leur ont rapporté beaucoup d'argent. Oui, mais c'est beaucoup de travail en fait. Bien sûr. Et parfois, c'est des heures de travail qui ne sont pas récompensées parce que... Il n'y a rien au bout. Ou quelqu'un d'autre l'a trouvé juste avant. Donc, j'étais à 2 doigts de le sortir, paf. Il y en a un autre qui m'a doublé. Ouais. Il travaille toujours en solo ou il travaille en équipe? Alors sur les plateformes, les comptes, c'est solo. C'est solo. C'est solo, bien sûr. Ouais. On voit défiler là le top 25 des meilleurs hackers de 2022. C'est impressionnant. Ouais. Et donc par exemple une attaque sur iPhone, attaque à distance 0 clic. Ouais. Sur Zerodium, c'est 2,5 millions de dollars. Ah ouais. Ouais. D'accord. Alors que Apple, eux, ils le payent que 1 million. Donc on est moins payé dans le défensif que dans l'offensif. Ouais. Mais bon, c'est quand même éthique. D'un point de vue éthique, voilà. C'est quand même... Après, c'est une question d'éthique. Voilà. Hein, c'est sûr. Si je vais vendre à des méchants, ils vont peut-être me payer plus certaines choses. Ok, mais c'est incroyable, c'est passionnant cet univers-là, qui en plus ne cesse d'évoluer, quoi. C'est en changement, en mouvement perpétuel. Oui, et puis c'est un changement. On est passé d'un milieu très, très élitiste, anarchique, à un travail maintenant, ultra mondialisé, ultra capitaliste. Ultra précaire aussi. Super. Vraiment. Merci beaucoup Gilbert Kallenbaum pour cet éclairage sur ce marché incroyable de la faille informatique. Et c'est ainsi que se termine ce 01 Hebdo. J'étais ravi de passer cette presque heure en votre compagnie. On se retrouvera bien sûr jeudi prochain, puisque c'est tous les jeudis 01 Hebdo. Mon camarade François Sorel sera de retour, j'en suis certain. D'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas et surtout continuez à aller regarder tous les programmes que nous vous proposons. Et encore une fois, je me permets de vous recommander l'émission Objectif Quantique, qui est toute nouvelle. Le premier épisode est en ligne. Allez voir, déposez des commentaires, etc. Voilà, c'est fait pour vous. Merci, salut à tous, à bientôt.